Alors en rentrant un peu dans le détail, il y a un argument particulièrement de Vincent Labrune qui me choque et qui tient pas du tout. Ça fait des années qu'on nous menace que le championnat de France devienne comme celui de la Slovénie, mais la France, ça reste, jusqu'à preuve du contraire, un des pays les plus peuplés, les plus riches, un des marchés commerciaux les plus intéressants, où on pratique beaucoup le football, pour les diffuseurs, pour les sponsors, et ça avec ou sans La Brune, Macourt, Aulas, CVC, le championnat de Ligue 1 resterait tout aussi attractif, même sans l'incompétence de tous ces dirigeants-là. On a des droits nationaux qui valent grosso modo entre 600 et 800 millions d'euros en fonction de critères qui sont économiques et démographique, combien les gens sont prêts à payer pour regarder un match de football ou des matchs de football à la télévision, combien il y en a qui sont prêts à le regarder, combien sont prêts à payer pour voir de la Ligue 1 éventuellement, combien de diffuseurs sont prêts à payer pour... combien d'annonceurs sont prêts à payer pour que leur pub passe pendant ces diffusions-là et peuvent compléter les revenus du club. Et voilà, donc en fonction de ça, on détermine ce que ça peut valoir grosso modo 600-800 millions d'euros par an. Si on a, on essaye de prétendre que le football est mal géré et que les fonds d'investissement seraient susceptibles de faire mieux, on va retomber dans le piège média pro ou dans le piège des Girondins de Bordeaux qui ont vendu leur club à des investisseurs financiers. Avant ça, il y en a eu d'autres qui ont fait le même genre de calcul, que ce soit le Paris Saint-Germain sous Colonie Capital ou d'autres clubs. C'est pas comme ça qu'on prospère dans le football. C'est pas en prenant des investisseurs financiers qui sont gourmands, qui veulent se faire rémunérer grassement pour leurs investissements, qu'on fait des bons en avant. Les clubs qui ont fait des bons en avant, ça me crève un peu le cœur de le dire, mais il y a un club comme le Paris Saint-Germain, il y a Chelsea, il y a Manchester City, il y a des clubs comme ça qui ont vraiment progressé ces 20-30 dernières années. Ils l'ont fait sur le dos d'un mécène et d'un travail de fond qui a été fait sur la durée, ou même l'Olympique lyonnais sur la durée de la présidence d'Aulas. Il y a une grande progression et une institutionnalisation de ce club-là qui a été faite avec du mécénat et du travail sur la durée. C'est certainement pas parce qu'on a eu un investisseur financier qui est venu en disant qu'il allait faire 12% de retour sur investissement, parce qu'il croyait être plus intelligent que les autres. Ça, c'est tout à fait le modèle qu'on a eu éventuellement avec quelque part Jacques-Henri Hérault qui lui se prenait pour plus malin que les autres. Les plus malins que les autres, en général, c'est pas vrai. Donc CVC, il a jamais eu à gérer un championnat de football. Il n'y a aucune raison de penser qu'il serait plus compétent que la gestion actuelle, ni que le sport qui est aujourd'hui le plus diffusé, le plus populaire et le plus professionnalisé du monde, et quoi que ce soit à apprendre de ces financiers qui sont déconnectés de la réalité sportive. Ça, c'est un argument avec de l'humilité qui est mal placé de la part des dirigeants actuels, qui devraient au contraire se prendre en main et décider qu'ils sont tout à fait capables de faire aussi bien que CVC. Parier sur le fait que CVC puisse le faire, c'est quelque part ne pas s'aligner avec ce qu'ont fait les Anglais, les Allemands, les Italiens, les Espagnols, qui ont tous refusé le deal qu'on leur proposait quand c'était CVC qui se pointait. Et c'est aussi refuser d'accepter qu'on est capable de faire mieux sans eux. Il y a d'autres façons de financer ce trou. La faim est un mauvais cuisinier, disait Bertolt Brecht. Il y a d'autres façons de gérer ces 100 millions d'euros, pardon, de trouver ces sommes qui nous manquent, ce peut-être 4 ou 500 millions d'euros qu'il faudrait boucher cette année et puis les deux prochaines pour arriver à faire tourner la Ligue 1 dans son ensemble. Ça pourrait tout à fait se faire sous la forme d'un endettement. C'est possible que la société commerciale qu'on crée de la LFP, elle fasse ce qu'on appelle une titrisation des revenus futurs de ces droits audiovisuels, ou une autre façon de s'endetter sous la forme d'un crédit, plutôt que sous la forme d'une vente des droits des 13 ou 14% dont on a parlé. Et si jamais c'est CVC qui veut racheter cette participation-là, moi il y a un truc qui me choque terriblement, c'est quand on me dit que eux, s'ils performent bien, alors ils resteront à 13% de possession de l'accord, mais si jamais ça se passe pas comme il voudrait, alors ça passe à 14%. Moi, si j'ai un management qui arrive, qui me dit qu'il est plus compétent que les autres, je vais pas le rémunérer pour échouer, je vais pas lui donner un pourcentage plus élevé si jamais il échoue à réaliser le business plan qu'il a annoncé. Donc là, non, je suis désolé, ils sont en train de nous dire qu'ils sont pas confiants, que c'est à nous de supporter les risques, nous la Ligue 1,
de supporter les risques que eux ne veulent pas assumer. Ça, c'est pas du tout l'attitude d'un management qui est confiant et qui pense qu'ils sont capables d'être des meilleurs gestionnaires. C'est l'attitude d'un fonds vautour qui essaye de profiter de la situation en protégeant ses arrières. Ça, c'est pas du tout correct. Alors, les revenus futurs de la société commerciale, ils sont confortables. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils sont pas capables de payer les frais éventuels de gestion de cette espèce de nouveau monstre qui serait créé, et constituer des réserves au fur et à mesure si nécessaire. On pourrait tout à fait payer les frais de gestion avec ça. On ne comprend pas du tout pourquoi il va y avoir 100 millions d'euros qui sont alloués à ces frais de gestion, alors que c'est une société commerciale qui, a priori, génère d'importants revenus. Ces 100 millions d'euros-là, ils pourraient très bien déjà être redistribués entre les clubs. Et d'autre part, ça alerte quand même quant au fait que déjà les coûts de fonctionnement de ce truc-là semblent être exorbitants si on s'en tient à ces réserves-là. Mais ça interroge aussi sur le fait qu'aujourd'hui, la LFP, elle a un fonctionnement qui est associatif, ce qui veut dire qu'elle ne peut pas distribuer de profit à un éventuel actionnaire, et elle ne peut pas rémunérer grassement un dirigeant comme Vincent Labrune ou les autres membres de la LFP. Si on passe dans une société commerciale, alors là, c'est une autre paire de manches, puisque à ce moment-là, on pourrait avoir des primes à la performance, une participation au capital, ou d'autres façons de rémunérer très grassement Vincent Labrune ou d'autres dirigeants qui pourraient lui succéder. Donc ça pourrait très bien créer une machine à corruption, ce genre de truc-là. C'est très dangereux sur le plan de la distribution des revenus de la Ligue, et pour moi, je ne trouve pas que ce soit sécurisant du tout. Ça, j'ai été assez déçu que l'économiste qui était interrogé n'ait pas daigné signaler à quel point ce deal-là, il a été fait avant tout pour pouvoir rémunérer grassement Vincent Labrune et éventuellement d'autres dirigeants comme lui. Alors après, il y a d'autres petits détails dont on n'a pas trop parlé. C'est le fait que déjà, on ne parle pas seulement des droits télé nationaux qui sont ceux qui sont concernés par le scandale Mediapro, mais on parle aussi des droits télé à l'international, et y compris des droits sur Internet et les réseaux sociaux. Aujourd'hui, sur les droits internationaux, il y en a une partie qui est gérée directement par les clubs, notamment quand la Ligue de football professionnel, dans le passé, elle n'arrivait pas à vendre des droits à l'international dans un pays lambda, l'un ou l'autre. À ce moment-là, les droits étaient redonnés aux clubs qui, eux, pouvaient se débrouiller pour les vendre de gré à gré. Et pour des clubs qui sont très populaires comme le Paris Saint-Germain ou notamment l'Olympique de Marseille, c'était des sources de revenus en direct. Moi, je comprends absolument pas que ces revenus-là, on ait pu les mettre au pot de la mariée avec CVC sans demander aucune rétribution pour ça. Ça n'a aucun sens. Il faudrait qu'on nous explique pourquoi l'Olympique de Marseille, qui est capable de générer des revenus sur ces sujets-là, n'est pas traité mieux que le Stade Rennais, l'Olympique de Lille, l'OGC Nice ou Monaco, qui eux sont des nains sur le plan de ces revenus. Donc il faudrait quand même qu'on arrive à nous expliquer. Alors c'est vrai que ça représente 2, 3, 5 millions sur les revenus de l'Olympique de Marseille ces dernières années, c'est pas énorme, mais ça représente 50 000 euros sur les revenus de Nice. Donc il y a un moment où on est 100 fois plus gros qu'eux quand même sur ces sujets-là. Et nous expliquer que l'OGC Nice a plus de potentiel que l'OM, franchement ça pour le coup ça n'a aucun fondement non plus. Donc il y a des hypothèses qui sont prises dans cette analyse qui me paraissent complètement fallacieuses. Après, moi j'ai un dernier petit truc peut-être sur Vincent Labrune. Vincent Labrune, il demande à rembourser les prêts garantis par l'État en avance. Ce sera bien le seul entrepreneur de France, à ma connaissance, à décider de rembourser par avance cette dépense qui normalement s'étale sur 5 ou 7 ans. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui espèrent qu'il y aura peut-être un jour un abandon de créances de la part de l'État concernant ces PGE, même si l'État a mis en garde que ce ne serait pas le cas. Donc on voit pas du tout quel avantage il y a pour la LFP, pour le football français, pour les clubs de foot, à rembourser ce PGE en avance. L'avantage, il est principalement pour Vincent Labrune et éventuellement pour les oligarques et les propriétaires des clubs de foot, pour se faire bien voir par l'État français, et donc améliorer leur image personnelle au détriment des intérêts du coup du football français et des clubs. Donc ne racontez pas que toutes ces histoires-là, c'est uniquement dans l'intérêt du football français, etc. C'est uniquement dans l'intérêt des propriétaires du football français et des intérêts financiers. Alors bon, petit clin d'œil quand même pour ceux parmi mes viewers qui s'intéressent toujours à la question de la vente OM aux Saoudiens. Dans l'hypothèse
où on serait dans le cadre d'une vente de l'OM à des Saoudiens. Je prends des pincettes parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas non plus. Dans l'hypothèse où on serait en cours d'une vente aux Saoudiens, soit sous point d'être officialisé, soit éventuellement en cours de négociation et sur le point de se conclure dans les quelques semaines ou quelques mois, pourquoi est-ce que un Al-Walid Ben Talad, un Mohamed Ben Salman ou un richissime investisseur qui voudrait construire un projet pour rivaliser avec le Paris Saint-Germain, pourquoi il accepterait d'être lésé au point où le Paris Saint-Germain recevrait 200 millions pour plus ou moins la même chose que ce que lui ne reçoit que 90 millions d'euros pour proposer. Il n'y a pas de logique ni sportive ni économique à ça, dans la mesure où un club, et c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour des clubs comme Lyon ou Nice, qui ont des investisseurs assez solides derrière eux, et qui, sur le papier, affichent des ambitions qui sont de rivaliser avec le Paris Saint-Germain. Donc pourquoi est-ce qu'on interdit à ces clubs-là de rivaliser en accroissant l'écart avec le Paris Saint-Germain? Ça n'a pas de sens. Et si l'OM est en cours de vente, pourquoi est-ce que des Saoudiens autorisent cet accord-là à être ratifié? Bref, globalement, ça n'a aucun sens cette histoire. Je suis très triste de voir qu'on réagit dans l'urgence comme ça, qu'on est prêt à signer n'importe quel accord pour arriver à gratter les 40 millions d'euros qui permettront à Macour de ne pas remettre un sou dans l'Olympique de Marseille cette année, ou à peu près. Je trouve que c'est un très mauvais timing, un très mauvais deal, et j'espère qu'on va arriver à s'en sortir sans passer par là, parce que franchement c'est choquant pour l'OM d'avoir accepté ce deal-là. J'espère que c'est pas vrai.